J'ai remarqué la médaille que vous portez autour du cou. C'est honorifique, n'est-ce pas? Je suis membre de la Société des sciences. J'étais sûr que vous seriez mon homme. Venez, je vais vous expliquer. La rentrée approche à petits pas et avant de repartir pour de grosses vidéos en cours de préparation, rassurez-vous, il est encore venu le temps de s'attarder sur un nouvel épisode de notre lieutenant de la police criminelle préféré. Applaudissez-le! Allez, allez, plus fort! Et après vous avoir parlé de Ville Fatale la dernière fois, l'ultime épisode diffusé de la première saison de Columbo, eh bien je vais vous causer aujourd'hui d'Accident, qui est le dernier épisode produit de la première saison, et qui a été diffusé avant Ville Fatale parce que les chaînes font un peu ce qu'elles veulent. Oui, je l'avoue. Un épisode fait dans l'urgence, parce que, souvenez-vous, afin de pouvoir passer derrière la caméra et réaliser ainsi Ville Fatale, Peter Falk avait promis à la chaîne NBC de faire un épisode supplémentaire, non prévu au départ. Et c'est pour ça que la première saison comporte 7 épisodes, alors que Link et Levinson, les créateurs de la série, avaient signé seulement pour 6. Ah. Alors vous allez me dire, ah bah c'est cool, c'est une bonne nouvelle, sauf que non en fait, parce que Falk doit se barrer à New York, quelques semaines seulement après cette demande, soit le 15 septembre 1971 pour qu'il puisse débuter les répétitions de la pièce du prisonnier de la Seconde Avenue sur Broadway. Et il ne sera donc disponible que pour une dizaine de jours. Ah bah, il manquait plus que ça. Sans compter qu'il doit en plus monter son Ville Fatale en même temps, d'où un Peter Falk en mode automatique, ici, et beaucoup moins impliqué que d'habitude. De qui est-ce que vous parlez? Oui bon alors ça veut aussi dire moins tatillon, parce que c'est vrai que Peter aime bien faire une dizaine de prises jusqu'à être satisfait de sa prestation, peaufinant son jeu, et n'hésitant pas à corriger le texte dès que quelque chose le chagrine. Ouais, je vois, oui. Et vous allez voir que ça va nous manquer, mine de rien, pendant cet épisode. Je sais, je comprends ce que vous ressentez, veuillez m'excuser. Car alors si pour le scénario on retrouve à nouveau le prolifique Jackson Gillis de plein cadre, reprenant ici une idée de William Link et Richard Levinson, eh bien le machin a quand même dû être rédigé à toute vitesse, en à peine 2 semaines, sans la masse donc de réécriture nécessaire habituelle, ce qui fait que cet accident ne fait vraiment pas partie des épisodes préférés des fans. Ah oui, je comprends. Même si, pour ma part, je l'aime quand même beaucoup, ne serait-ce que par la présence de l'impeccable Roddy McDowall, en méchant. Toi, je te comprends pas, t'aimes même le bignou. Un acteur que j'adore et que j'aime voir apparaître ici ou là, ne serait-ce que dans moult épisodes d'Arabesque. Tu le vois aussi dans La 4ème dimension. C'est aussi le rat de bibliothèque dans la série Batman des années 60. Il joue un suspect dans le très chouette Meurtre au soleil, aux côtés de la regrettée Jeanne Birkin. Il est serveur dans le très cool L'aventure du Poséidon. C'est le Hal d'une temporalité alternative dans Code Quantum, parce qu'il était pote avec Dean Stockwell, qui fait le Hal original. Mais oui, vous savez, Hal. Oh, faites attention, il existe 88% de probabilité que ce jeune homme vous tire dessus à la moindre provocation. Et un peu avant de jouer dans Columbo, il était apparu, c'est marrant, dans le pilote de Night Gallery, où il interprète quasiment le même personnage que dans cet accident, à savoir un neveu imbuvable qui bute son oncle pour faire main basse sur ses affaires. I am a scoundrel, am I not? You're a swine, sir. Un épisode hyper flippant avec une toile hantée où Roddy possède la même garde-robe que dans Columbo. Ouais, il porte la même chemise dans les deux. Magnifique. Et puis surtout, Roddy McDowall est un immense ami de Peter Falk, avec lequel il avait débuté au théâtre. Et tu sens que les deux s'apprécient énormément. Montez, lieutenant, je vous emmène. Oh, merci. D'ailleurs, pour l'anecdote, tout comme son personnage, Roddy McDowall était un dingue de la photographie, ayant même organisé diverses expositions. Allons, allons, souriez. Du côté de la réalisation, et comme il faut aller vite, on trouve Edward Abrams au générique, qui, alors pour l'anecdote, était déjà monteur récurrent sur Columbo. Oui, c'est à lui qu'on doit certaines trouvailles des anciens épisodes, comme la superposition sur les lunettes ou les zooms chelous de l'attente. Là, pour accident, Abrams utilise des transitions avec des flous, c'est assez efficace. À noter qu'on le retrouvait déjà au générique du Night Gallery que j'ai cité tout à l'heure, et il montera également Sugarland Express, le premier Spielberg pour le cinéma. Ah, et aussi Street Fighter, l'ultime combat. Bisous, je te zappe. Enfin du coup, alors pour cet épisode, et comme il est monteur à l'origine, Abrams ne tourne que le strict minimum, vu qu'il sait déjà de quelle scène il aura besoin, et dans quel ordre. Et alors pour aller plus vite, il va également filmer plein de scènes en plan large, avec les acteurs parlant au loin, pour qu'on enregistre plus tard les dialogues. Ainsi, Falk pourra dire ses phrases comme il le souhaite, plus tard, au calme, dans une cabine d'enregistrement à New York. Ah oui, c'est bien ça. Ah oui. Puis alors de toute façon, je doute que les prises de son durant le tournage ont pu être exploitables, parce que tout le machin est filmé dans une gigantesque usine, alors magnifique à l'écran, certes, mais sûrement ultra bruyante.
En tout cas, le lieu permet de belles trouvailles niveau mise en scène, comme ce charmant plan séquence où Roger embarque Colombo au loin, et puis le passage se poursuit avec la caméra rattrapant le véhicule. C'est super bien fait. Lieutenant, je vous ai déjà dit que l'usine n'était pas à moi. Elle appartient à ma tante. Du coup, grâce à ces petites trouvailles, on se retrouve avec une intro super inquiétante, remplie de miroirs déformants et de gros plans mixés avec des cuts sur un chrono. Le tout baigné par une lumière rouge diabolique, légitimée diégétiquement par le fait qu'on se trouve dans une chambre noire. Avoir une chambre noire attenante à son bureau, c'est pas dans l'administration qu'on nous offrirait des commodités pareilles. Ici, Roddy joue Roger, un jeune orphelin éduqué par sa tante après le décès de ses parents dans un accident. Oh non, ils sont tous morts quand j'étais au collège par suite d'une explosion à l'usine. Fanat de photographie est bien décidé à zigouiller son oncle. Oui, une sorte de Peter Parker maléfique, quoi, qui va jusqu'à utiliser lui aussi de la toile synthétique. Ah, il faut rigoler de temps en temps, ça fait du bien! Tu as un comportement très étrange en ce moment. Je comprends. Merci. Bref, on comprend assez vite que Roger nous fabrique ici une bombe dans son labo, se déclenchant 1 minute seulement après l'ouverture d'une boîte à cigares. Mieux que je pouvais l'espérer. Cette boîte est destinée à son oncle David, incarné par James Gregory, alias le docteur Adams dans le 9e épisode de Star Trek. Et qui, alors tout comme dans Star Trek, est un beau bougre de salopio, puisqu'il souhaite forcer Roger à démissionner de son poste et d'abandonner toutes ses parts dans la compagnie pétrochimique fondée par feu son père. À qui voudriez-vous faire avaler ça? Je veux dire une lettre signée de moi approuvant la cession d'une compagnie que mon père a fondée. Le pauvre, il s'en retournerait dans sa tombe. S'il refuse, le chauffeur garde du corps Quincy ici présent, incarné par Laurence Cook de Lord Chango, balancera certaines infos compromettantes sur Roger à sa pauvre tante. Primo, j'ai trouvé la boîte où vous jouez à Las Vegas. Et j'ai la lettre d'un expert en graphologie prouvant que vous avez imité la signature de votre tante. À contre-cœur, Roger Stanford emporte le papier pour le signer plus tard, et on comprend vite que David et son chauffeur ne vont pas rester en vie bien longtemps. Et surtout que le jeune héritier nous explique qu'il était déjà au courant depuis quelque temps des magouilles de son tonton, et qu'il a donc eu tout le temps de préparer son crime. Bonsoir, oncle David. Bonsoir. On découvre également que Roger sort avec la secrétaire de David depuis quelque temps. Toujours comme Peter Parker avec Betty, la secrétaire de Jameson, tiens, c'est marrant. N'hésitant pas à prendre des photos d'elle à poil pour des raisons qu'on ignore pour le moment. Vous n'avez pas développé la pellicule? Une secrétaire incarnée par Anne Francis de Planète Interdite, qui aura encore moins de veines dans la saison suivante, parce qu'elle sera butée par un Spock en pleine frénésie meurtrière. Vous vous rendez compte de ce que vous dites? Où voulez-vous en venir? Et puis Roger continue à préparer son crime en enlevant un objet et le glissant sous le bureau, échangeant la boîte à cigares après s'être débarrassé du mécano, et récupérant quelques étuis dans la boîte à gants. Vous avez la berlue, monsieur Roger, tout est en ordre. Et une fois toutes les pièces en place, eh bien il ne reste plus à notre assassin qu'à se former un alibi, en retrouvant la secrétaire au Narcisse, dans la folie disco des années 70, pendant que Quincy et le tonton roulent sous la pluie, dans une séquence sans parole, uniquement en musique funky, où David ouvre sa boîte à cigares, accélérant ainsi son funeste destin, dans une somptueuse métaphore imprévue sur les dangers du tabac, nous prouvant encore une fois que fumer tue. Et c'est sur ce boom sonore annonçant la fin de tournage pour James Gregory et Laurence Cook que se termine la première partie de notre épisode. Et alors quelle première partie? Alors déjà c'est du pur Jackson Gillis avec un assassin préparant son crime avec minutie, tout en nous laissant dans le flou pour certains éléments, comme alors pourquoi Roger balance l'étui sous le bureau, et alors pourquoi a-t-il pris des photos à poil de la secrétaire de Valérie Bishop. Allons, ne craignez rien. Vous étiez sous-exposé. Roger. Et puis j'aime bien aussi le décor de l'usine qui change un peu des baraques de bourgeois habituelles. Oh, et pour l'anecdote, ne cherchez pas le Narcisse à Los Angeles, non, le plan est issu de stock footage qu'on retrouve par exemple dans Attention au lapin de 72, l'un des tout premiers de Palma. Et le club se situait en fait à Pigalle, oui, à Paris, en France. Et alors je veux bien que Roger avait besoin d'un alibi, mais c'était peut-être pas nécessaire de faire autant de kilomètres. Et je sais pas si Valérie kiffe le concept du rencard dans une boîte de striptease. Enfin, chacun ses kinks. Dans tous les cas, le bilan carbone de cet épisode est catastrophique. Ah oui, les corps sont carbonisés et les débris de la voiture sont éparpillés sur une grande surface. Ah, je vois. Bref, une intro aux petits oignons avec un criminel qui aurait bien pu s'en sortir s'il n'y avait pas... Oh, je vous demande pardon, Colombo, lieutenant Colombo. Le lieutenant Colombo qui vient d'être appelé par la tante parce que tonton ne donne plus de signe de vie. Monsieur Buckner, il aurait disparu. Un Colombo direct suspicion découvrant Roger qui farfouillait, pour une raison qu'on ignore encore, dans la demeure du chauffeur. Tout a l'air parfaitement en ordre.
Et puis on découvre enfin Tante Doris, incarnée par Ida Lupino, une actrice prestigieuse qui a joué dans une foultitude de grands films des années 40, comme Le Vaisseau Fantôme de Michael Curtiz, ou La Péniche de l'amour, l'un des rares films hollywoodiens de Jean Gabin. Et qui est aussi une pionnière du cinéma, puisqu'elle fait partie des toutes premières réalisatrices à Hollywood, avec des longs métrages comme Faire Face ou Outrage, tous les deux en 1950. Et on la reverra dans Columbo pour la saison 3, en tant que victime de Johnny Cash. Tu n'es qu'un affreux pêcheur, Tommy. Ici, elle joue donc Doris Buckner, une héritière complètement désemparée tout le long de l'épisode, puisqu'elle est la cible de tous les hommes autour d'elle. Que ce soit son mari, qui semble l'avoir épousée pour son pognon, Roger, qui la manipule tout le long, et même le vice-président Logan la courtise alors qu'elle vient tout juste d'apprendre le décès de son cher époux. Encore une fois, laissez-moi faire. Évidemment, seul Columbo semble avoir de l'affection pour la pauvre dame, prenant direct ses craintes au sérieux. Votre tante a des raisons de s'inquiéter? Ah oui, elle a reçu un message. Et oui, aux grandes dames de notre criminel surpris et apeuré, Tonton a laissé un message sur le répondeur, appelant sa femme durant la séquence sans parole. Roger doit aller te voir dans la soirée. Et en fait, on n'apprend pas grand-chose, si ce n'est que Tonton David, ici présent, semble vouloir fumer le cigare, et que Roger est très nerveux, se demandant, comme nous, si l'explosion est imprimée sur la bande. Et elle ne l'est pas. Une inquiétude en tout cas qui ne passe pas inaperçue auprès d'un Columbo perspicace qui ne manque pas de soulever ce petit détail juste avant de se casser. Votre montre est cassée? Comment ma montre est cassée? Et puis, après cette soirée bien animée, nous nous retrouvons, une transition plus tard, au pied de la montagne, avec un Columbo forcé de prendre un téléphérique pour parvenir au lieu de l'accident. Le fond du ravin est à 2000 pieds. Alors il s'agit de l'un des rares cas où l'on peut découvrir le véritable Columbo derrière sa façade habituelle. Oui, là c'est pas celui qui joue un rôle devant les suspects, mais un type qui a réellement le vertige. Et là où c'est super intelligent, c'est que Columbo prendra sur lui, afin de ne pas révéler cette phobie, chaque fois qu'il traînera avec Roger, comme lorsqu'il descendra les hautes marches de l'usine ou lors de la fin, que l'on verra tout à l'heure. Ah, je vois. Alors, bien sûr, en voyant la scène de crime, Columbo met en doute la théorie du flic. Ou bien c'est avant qu'a eu lieu l'explosion. Peut-être. Mais au contraire d'autres moments similaires tout au long de la série, le lieutenant ne relève ici aucun petit détail le mettant sur la piste d'un meurtre. Non, aucun élément troublant, rien qui ne pourrait discréditer la thèse de l'accident. En fait, si Roger n'avait pas agi curieusement lors de leur première rencontre, en fouillant la chambre du chauffeur ou en suant à grosses gouttes lors de l'appel, rien n'aurait pu mettre Columbo sur la piste du meurtrier et d'un assassinat. En fait, tout le long de l'épisode, le lieutenant n'effectue aucune enquête. Certes, tu le vois pénétrer rapidos dans la chambre noire, mais il en ressort bredouille et couvert de fluide. Non, c'est uniquement Roger Gros Paquet ici présent qui guide Columbo tout le long, mentionnant lui-même les cigares. Si vous allumez votre cigare, il y a des chances que vous assistiez à une explosion là où nous sommes. L'entraînant sur la piste du vice-président Logan, qui possède lui aussi les mêmes boîtes. Vous aviez dit 4, il me semble. Oui, ça me paraît bizarre. Et qui dévoile la double identité du chauffeur. O'Neill, oui c'est bien ça, Harry G. O'Neill, oui. Ouais, pareil, il entre ensuite par effraction au véritable domicile de Quincy et attend les flics toute la journée pour se faire choper avec des photos compromettantes. Valérie Bishop et David? Non mais pourquoi croyez-vous que je suis allé là-bas? Ouais, c'est méga alambiqué. Alors d'après ce que j'ai pu en saisir, en matant l'épisode une quinzaine de fois, c'est que Roger veut faire croire à tout le monde que Logan a fomenté l'attentat contre David, avec probablement l'aide de Valérie, enfin en tout cas, Roger veut faire croire qu'elle couchait avec son patron, grâce à des photos truquées, et que Quincy, qui possède une double identité et des dossiers sur tout le monde, le faisait chanter. David, pas Logan, ni Roger. C'est bien ça? Oui, c'est une hypothèse possible. Moi, je n'y comprends rien. C'est trop compliqué, trop bordélique, et en vrai, même après avoir revu l'épisode plusieurs fois consécutives, je ne comprends toujours pas où il voulait en venir. Moi, en fait, j'y entends pas grand-chose à ces sortes d'affaires. En fait, tu sens que le script aurait vraiment eu besoin d'un peu de temps supplémentaire et d'une bonne couche de polish, parce que c'est ultra brouillon. En plus, Columbo, il sert strictement à rien. Excusez-moi, je ne pensais nuire à personne. Non, comme j'avais dit en intro, Peter Falk semble en retrait, pendant que Roddy McDowall fait tout le boulot. Merci infiniment. De rien. Ouais, genre par exemple, tu sens que la scène avec Roger entrant par effraction chez Quincy a été tournée au dernier moment. Oui, après le départ de Peter Falk pour New York, dans une tentative désespérée de raccrocher tous les wagons. Ah oui, je comprends. Ouais, la temporalité du bousin est super absurde, puisque entre le moment où le jeune héritier quitte l'usine promptement et parvient chez le chauffeur, Abrams t'a foutu une séquence de Columbo de retour à la montagne, où t'apprends en outre que dalle par rapport à la première fois. Et le rapport d'autopsie ne dit pas grand-chose. Pareil. Mais alors ce qui veut dire que le lieutenant a eu le temps de se pointer jusqu'au téléphérique, grimper et descendre au lieu du crime
avant que Roger ne puisse atteindre sa destination. En Ferrari, s'il vous plaît. Parce que cette course, Dom, j'ai pas le droit de la perdre. Alors, je veux bien que la circulation à Los Angeles soit infernale, mais quand même. Et n'allez pas croire que tout cela se déroule sur plusieurs journées, parce qu'on te fait bien comprendre que le neveu se dépêche d'aller chez le chauffeur avant l'arrivée de la police. Et d'ailleurs, je ne vois même pas pourquoi Colombo a préféré repartir sur la scène du crime au lieu d'aller chercher des indices chez Quincy. Ah, mais je suis tout à fait d'accord. Excusez. Bon, en fait, je pense que cette scène devait se situer au tout début, oui, lors de la première visite, et que Abrams a préféré couper le passage en deux, probablement pour des questions de rythme. Peut-être. Ou pour éviter justement que le spectateur ne se demande pourquoi Colombo n'est pas présent lors de la fouille. C'est bien ça? Oui, c'est une hypothèse possible. Ah, et quant au fait que les flics débarquent à la nuit tombée et pas avant, eh bien je pense que c'est juste pour raccorder avec cette ligne de dialogue, tournée sûrement beaucoup plus tôt. J'ai dit à madame ce qu'il en était. Il a pénétré de nuit dans un appartement, il a tout cassé et résisté à la force publique. Mais ce sont eux qui se sont jetés sur moi. Ouais, en fait, ma théorie, c'est que, par manque de temps, le scénariste Jackson Gillis s'est surtout concentré sur le début et la fin de l'épisode, qui rattrape tout, sans vraiment pouvoir approfondir toute la partie enquête. D'où le fait que Colombo ne relève aucun petit détail curieux durant tout l'épisode, alors que c'est quand même un des trucs les plus importants de la série. Ouais, c'est pas faux. Et c'est pour ça aussi qu'on ne comprend pas grand chose à l'imbroglio politico je sais pas quoi concocté par Roger. Bah ouais. C'est dommage, mais alors heureusement, tout comme pour plein cadre, Jackson Gillis nous a concocté un final aux petits oignons. Un chef-d'œuvre d'ambiance digne d'Alfred Hitchcock. Et alors comme d'hab, si vous ne voulez pas être spoilé, je vous donne rendez-vous à ce chrono. Mais en voilà une question. Donc, après toutes ces magouilles, Roger récupère l'affection de sa tante et se retrouve enfin à la tête de la société Stanford Chemicals, dévoilant au passage son vrai visage, c'est-à-dire non plus le type sympa et jovial du début, mais un sombre connard hypocrite, comme lorsqu'il apprend de la bouche de Valérie qu'elle a été mutée ailleurs. Et écoutez, ne vous faites aucun souci, nous nous reverrons souvent. Très souvent. C'est un sale con! Et alors que tout semble avoir réussi, alors bien sûr, c'est à ce moment que débarque Colombo. Bonjour, messieurs. Désolé de vous déranger en plein travail, monsieur Stanford, mais mademoiselle Bishop nous a dit que vous étiez là. Comme vous le voyez. Colombo lui dit qu'on vient de découvrir un nouvel objet sur le lieu de l'accident sans en dire plus. Qu'est-ce que c'est? On ne me l'a pas dit. Tout ce beau monde se dirige donc du coup vers la scène du crime, avec Logan espérant obtenir un tête-à-tête avec Tati Doris, pendant que Colombo récupère un curieux paquet. Et oui, à la grande surprise de Roger, on a retrouvé la boîte à cigares intacte, ce qui veut dire que c'était bel et bien un accident, avec la voiture ayant malencontreusement quitté la route puis éclaté, sans le moindre engin explosif. Voilà. Ça n'est qu'une simple boîte de cigares ordinaire. Le lieutenant décide alors du coup de célébrer cela en ouvrant la boîte à cigares, déclenchant une horrible crise de panique chez Roger. De fait, pendant que Colombo nous résume tout l'épisode, le neveu pète de plus en plus les plombs jusqu'à exploser. Donnez-la moi! Vous êtes-vous procuré cette boîte de cigares, lieutenant? Par votre secrétaire. Et oui, il s'agit encore une fois d'un piège de Colombo, parce que ce n'était pas du tout la boîte à cigares explosive concoctée par Roger, mais une boîte toute fraîche, récupérée dans le bureau de Logan. Le but étant de forcer le suspect à craquer et avouer avoir buté son oncle. Merci, j'en avais besoin. Et alors franchement, ce passage est trop cool. Alors déjà, il était tourné sur place, en décor réel, et pas devant de pauvres projections, là, comme souvent, dans le Palm Springs Aerial Tramway, s'élevant à plus de 2500 mètres du sol. Un tramway qu'on voit dans le premier épisode de Mannix, d'ailleurs. Nous donnant ainsi, pour la fin de cet épisode, un chouette huis clos avec du suspense à la Hitchcock, où tu ne sais pas vraiment si Colombo il mitonne ou pas, et si t'as toujours une bombe dans la boîte ou non. De plus, alors j'adore le fait qu'on voit le lieutenant comme s'il n'avait pas du tout le vertige, alors qu'on sait qu'il se chie dessus. Et alors je kiffe cette fin, avec le pétage de plomb de Roddy McDowall et Colombo, qui hésite à voler des cigares. Est-ce que ce ne sont pas des pièces à conviction, lieutenant Colombo? Oui. Oui, c'est vrai, oui. C'est dommage. Tout ceci nous donnant au final un épisode pas si mauvais que ça, quand on considère la rapidité avec laquelle ils l'ont écrit et tourné, le tout porté par de chouettes acteurs avec un super final et une charmante intro. C'est exact. Et ainsi se conclut la première saison de Colombo, dont la diffusion déclencha une réelle Colombo-mania sur le continent américain en 1971 et 72, remportant plusieurs Emmy, dont meilleur interprète pour Peter, meilleur scénario pour Link et Levinson et meilleur montage pour Edward Abrams, mais laissant tout de même le doute sur une potentielle seconde saison, parce que Peter Falk annonce, à qui veut l'entendre dans la presse, qu'il n'est pas vraiment motivé pour porter l'impair à nouveau. Que se passe-t-il? Ça ne va pas? Quant à William Link et Richard Levinson,
Hudson, les créateurs et producteurs de la série, eh bien, après être parvenus à créer 8 Columbo, dont un second pilote en une poignée de mois, ils préfèrent arrêter les frais et quittent la série afin de se consacrer à la production d'une autre série policière, qui va bider, et l'écriture de téléfilms ou de longs métrages, comme Le Toboggan de la mort ou l'Odyssée du Hindenburg sur la fameuse catastrophe, où ils ont essayé de te faire un machin de 2 heures sur un accident qui ne dure dans la réalité que 2 minutes. C'est pas très bien. J'en prends note, je vous remercie. Et comme en plus quasi tous les passagers sont des nazis dedans, bah t'en as un peu rien à foutre de savoir quel personnage va survivre ou pas. C'est rassurant. Tout ça pour dire que, alors tandis que la série triomphe, personne ne semble vouloir continuer l'aventure, signant peut-être la fin prématurée des enquêtes du lieutenant Columbo. Évidemment que non, mais il s'en est fallu d'un cheveu. Mais tout ça, nous le découvrirons une prochaine fois.